Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. Les grèves de transport ont fait que notre régie adorée est à distance. Donc je vais juste, si vous pouvez juste me mettre un petit message dans le commentaire du Twitch qui permet de me dire que oui, on a l'image et oui, on a le son. Ça nous rassurerait avec Mathieu. Donc, et de ne pas parler pendant 1 heure et puis se rendre compte qu'on on n'était que tous les deux. Donc n'hésitez pas à faire un petit truc. Tout est OK, merci, merci Gouze de nous dire Super. ça. Super. Bon, on a déjà les copains qui se connectent. Comme d'hab, les copains et la famille, c'est important. Je suis ravi d'être avec toi, Mathieu. Moi de même. Un petit coucou à Thierry qui est à 200, 300 Ouais. km de nous et qui va faire la régie d'une main de maître, on n'en doute pas. C'est une première pour nous d'avoir notre régie à distance. Aujourd'hui, on va parler IA, on va parler segmentation d'image. Je te laisserai expliquer tout ça. C'est ça. Tu es beaucoup plus calé que moi. Dans le domaine médical, donc je vais essayer de ne pas m'évanouir parce que j'ai Ça une va aller. relation avec tout ça qui est un peu particulière. Mais avant de commencer, je te laisse te présenter quand même. Donc bonjour, je m'appelle Mathieu Busquet et je suis actuellement en dernière année d'école d'ingénieur. Et justement, j'en profite pour faire mon alternance chez OVH Cloud, ce qui me permet d'expérimenter le poste de Machine Learning Engineer. Donc concrètement, ça consiste à intervenir sur nos 3 produits, AI Training, Notebooks et Deploy. Et je dois réaliser des cas d'usage sympathiques, on essaye, hein. Donc j'espère que celui d'aujourd'hui va vous plaire. Et l'idée, c'est de vous montrer comment vous pouvez aussi utiliser ces produits. Super. Donc, tu l'as déjà dit, on va parler d'image, d'IA. Avec nos 3 produits, je fais un petit rappel. On a AI Notebook, produit qui permet d'avoir des notebooks. Alors, C'est dans ça. ton cas, c'est du Jupyter Lab. On y reviendra un petit peu C'est plus ça. tard. On fait aussi du VS Code. Notebook dans le cloud. L'avantage aussi, c'est qu'on vous les préconfigure. Quand vous allez les utiliser, vous allez pouvoir choisir des frameworks comme PyTorch, par exemple, qui sont déjà préinstallés. Ça évite d'avoir un peu l'enfer des dépendances Python, car oui, il y a l'enfer des Oui. dépendances Python. On s'est moqué de moi des années avec mon Maven et mon Ant en Java, mais je me rends compte qu'en fait en Python, c'est tout à fait pareil. Je ferme la parenthèse. Tu vas nous montrer aussi AI Deploy. Yes. Petite spécificité, il était en bêta pendant quelques mois et depuis début du mois, je crois, on est passé en GA. On reviendra un peu plus tard sur les spécificités de AI Deploy, mais vraiment, vraiment, c'est un super produit que j'adore. On ne verra Moi pas la aussi. partie AI Training. Alors, parce que déjà, il faudrait qu'on reste toute l'après-midi ensemble. Nous, on veut bien, hein, mais vous avez peut-être autre chose à faire. Et puis, on va voir, tu vas nous expliquer l'entraînement. Mais en gros, AI Training, c'est pour entraîner les modèles qu'on va concevoir. Au final, c'est un job qui se lance, qui s'exécute et qui s'arrête quand le C'est ça. modèle est Donc entraîné. c'est le grand avantage. Voilà. Tu en as parlé un peu en intro. On a dit qu'on ferait de l'image segmentation. Avant de commencer, en fait, je voudrais bien que tu nous expliques simplement, pour nous communs mortels, un peu ce que c'est que la segmentation d'image, histoire qu'on parte sur une base commune, si tu veux bien. Ouais, bah, bonne idée, bonne idée. C'est vrai que ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc la segmentation d'image, pour donner une définition, c'est tout simplement le fait de faire en sorte qu'un système, qu'une machine soit capable d'interpréter le contenu d'une image. Donc pour faire ça, elle va le segmenter en différentes régions en attribuant une région spécifique de l'image à une catégorie. Ok. Je te propose de regarder une image pour comprendre un peu mieux ça. Je pense que ça parlera à beaucoup plus. Donc sur cette image à gauche, tu peux voir une image, une photographie brute prise dans la rue. Et donc, si je montre cette photo à n'importe quelle personne qui a un réseau de neurones entraîné au final son cerveau, depuis tout petit, chaque personne a appris à segmenter naturellement les images. On s'en rend même pas compte. Donc là, oui, on voit. Toi, Stéphane, si je te Moi, je demande, vois une montagne avec une forêt, etc. ouais, ton réseau de neurones, Ah mince. il Il faut que je réentraîne, c'est ça. Mais oui, effectivement, le cerveau, en fait, on fait même pas attention. c'est Mais ça, c'est naturellement, complètement si tu me naturel. disais, tu vois quoi, je serais capable de te dire au moins 4, 5 choses différentes sur l'image. Alors que c'est parce que j'ai appris à les reconnaître au final. Exactement. Et là, on va rechercher le même processus, mais pour une machine. Car pour l'instant, si on lui envoie cette même photo, pour elle, c'est uniquement des valeurs de pixels, donc des valeurs entières, des nombres. Vous savez, ces petits carrés qui construisent un petit peu l'image. Donc elle va être incapable de comprendre qu'il y a une voiture. Et nous, c'est ça qu'on veut. C'est vraiment qu'elle interprète le contenu de notre image en disant la partie basse, c'est le sol, on va l'afficher en violet. Il y a des véhicules, on va les afficher en rouge, et ainsi de suite. Ok, super. Donc alors maintenant qu'on sait ça, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de segmentation. Ça, c'est de la segmentation sémantique, c'est-à-dire que tu vas vraiment te concentrer sur des catégories d'objets, mais Mhm. parfois tu peux être aussi intéressé par du dénombrage d'objets. Typiquement, on pourrait chercher à régulariser le trafic et savoir combien de véhicules on a dans l'image.
Ça, ce serait de la segmentation par instance, où on chercherait, comme son nom l'indique, à différencier les mêmes instances d'une catégorie, les mêmes objets. D'accord. Donc, dans notre cas-là, je pourrais savoir si j'ai une voiture ou un bus et pas juste deux véhicules. C'est ça, on aura une info un peu plus poussée. Super. Donc après, ça dépend ce que tu veux en faire. Donc plus de puissance et tout ça, si on veut faire tout ça, quoi. Bien Je entendu, plus de détails, plus de patterns à reconnaître aussi. Donc maintenant qu'on sait ça, bon, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Je vais donner 2 cas d'usage, je pense, qui sauront parler à tout le monde. Le premier, pour rester un peu dans ces paysages automobiles, ça va être la voiture autonome. Typiquement, si tu veux que ton système sache se conduire tout seul de manière autonome et qu'on veut éviter les accidents, ça paraît un petit peu logique que le système va devoir interpréter de manière autonome son environnement, de manière à identifier s'il y a des obstacles, comme des barrières, des piétons, des cyclistes. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Et si on veut, par exemple, aussi conserver des trajectoires sur la route, pas dévier de voie, bah là, on pourrait penser segmenter, vous savez, les bandes blanches qu'il y a sur la route. Ok. Donc ça, c'est un premier cas d'usage qui concerne vraiment l'autonomie des systèmes. Oui, qui doit commencer à être déjà mis en place pour les Exactement, problèmes d'anti-franchissement de bande, comme tu on le disais. voit de plus en plus ok. sur les voitures aujourd'hui. Deuxième cas d'usage auquel on ne pense pas forcément, je pense, c'est Google Maps. Google Maps, outil super, tu as toute la cartographie de quasi le monde entier, avec les routes, les sentiers, les rues. C'est super pratique. Et au final, je pense qu'on ne s'est jamais demandé comment est-ce qu'ils font pour faire tout ça. Ah, si, moi je sais. Dis-moi. Ils prennent une carte, après ils dessinent. Avec des beaux ronds-points. Ah ouais, ils se trimballent à pied. Non, Ça me paraît prendre un peu de temps. c'est pas faux. Et donc, typiquement, si on réfléchit un petit peu, on sait que sur Google Maps, tu as aussi la possibilité de voir le paysage en vue satellite. Où là, ça ne te demande aucun effort car c'est uniquement des photographies qui sont affichées. Et donc, justement, grâce à ces photographies, on va pouvoir faire de la segmentation pour différencier les routes des immeubles, des paysages, des arbres. Et tu vas pouvoir cartographier comme ça, de manière super efficace, des paysages entiers, des hectares entiers. Ah, c'est super intéressant. C'est vrai que croisé après avec les données des Google Cars, on se rend compte que du coup ils arrivent à avoir vraiment une C'est ça, définition après qui est super précise, quoi. Exactement. Donc voici un petit peu pour ce que c'est la segmentation d'images, avec 2 cas d'exemple. Bien sûr, il y en a plein d'autres, et justement, on va en voir un aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc là, justement, on va passer sur la démo, on va passer sur le notebook. Alors, je vais surtout te laisser la main. C'est vraiment l'objectif. J'en profite juste pour dire que ce que tu vas nous montrer, en fait, c'est accessible. Donc, la partie source du notebook et plus tard de l'appli, vous verrez, est accessible sur notre repo GitHub où on a toutes les démos que l'on a dans notre documentation et aussi qu'on a utilisé dans les Twitch. Et puis, tu as aussi écrit un blog post et un tuto, on y reviendra un peu plus tard, qui traite de la même chose. Donc, ça vous permettra, vous aussi, à tête reposée, de reprendre tout ce que tu as dit, peut-être nous faire aussi des PR ou nous poser des questions. N'hésitez pas, on vous a mis dans le chat déjà les liens vers le Discord. Je rappelle que le Discord, c'est nos devs, c'est nos machine learning engineers comme Mathieu, comme Eléa, pardon, et Maël, notamment de l'équipe, qui répondent directement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est toujours super intéressant, les interactions. Et nous, ça nous permet aussi de voir qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous voudriez voir dans nos produits. Je te passe la main, Mathieu, parce que là, moi, je ne saurais pas expliquer tout ce que tu veux expliquer. Ok, ça marche. Donc, comme l'a dit Stéphane, on va changer de domaine. On ne va plus être dans les voitures ni dans Google Maps. Nous, on va s'intéresser à l'imagerie médicale. Et typiquement, ce qu'on va vouloir faire, c'est segmenter les tumeurs au sein de scans IRM, donc de scans d'imagerie à résonance magnétique. Donc ça va être tout ce qui va être tumeur, œdème, pour derrière, pourquoi pas faire gagner du temps aux médecins dans les diagnostics, dans les traitements. C'est super important ce que tu dis. Je me permets juste de te couper. Je dis que je ne parlerai plus, mais Pas de je ne peux pas souci. m'empêcher. On en a discuté ce midi quand on déjeunait. Ça reste une aide. On n'est pas en train de dire qu'on va vous montrer quelque chose qu'on lance le matin quand on est dans un hôpital. Ça envoie les mails en automatique. Bonjour, vous êtes atteint d'une tumeur. Merci de passer pour vous faire opérer. Ça reste une aide très précieuse. Mais derrière, il y a des spécialistes qui vont vraiment interpréter, Le confirmer, valider. c'est ça. Mais ça peut mettre en fait vraiment l'intérêt d'un spécialiste en disant ah tiens, j'avais pas remarqué ça, je vais au moins aller voir, ou de classer très rapidement au début pour pouvoir aller ne voir que les endroits qui sont intéressants. Exactement, il faut toujours se dire que c'est des probabilités et que ce n'est pas forcément une vérité absolue. Donc ça, c'est vraiment pour l'objectif de notre démo aujourd'hui. Comme vous le voyez, on s'attendra à avoir des résultats comme sur l'image à droite. Cette fois-ci, nos catégories seront plus des voitures, des immeubles, mais ce sera tumeur, œdème
au sein de la matière cérébrale. C'est moins gai. Ouais, on peut dire ça. Donc, ce que j'ai fait pour récupérer toutes ces images de scan IRM, c'est que j'ai téléchargé le dataset BRAT 2020. Je te recoupe. Vous allez dire que je n'arrête pas de le couper. Mais oui, mais c'est parce que j'essaie de comprendre. Dataset, avec Eléa, vous m'en parlez tout le temps. Moi, j'aime bien juste de rappeler, même si je pense que beaucoup le savent, mais juste en 2 mots, un dataset dans le monde d'IA, c'est quoi? Je te le fais en 3 mots. En 3 mots. C'est un jeu de données, une base de données. C'est-à-dire que tu peux en avoir de plein de formes différentes. Ça peut être une base de données numérique où tu vas avoir les prix d'une maison suivant les quartiers. Tu peux avoir des bases de données avec des fichiers sonores, comme l'a fait Eléa. Tu peux avoir, dans notre cas, des bases de données avec des images de scan IRM. Donc voici un petit peu pour ce qu'est un dataset. Et typiquement, lui, il est utilisé chaque année pour essayer d'améliorer les techniques dans l'imagerie médicale. Donc une fois qu'on a téléchargé ce dataset, quel que soit votre problème de machine learning, deep learning, il y a une première phase qui consiste à explorer la data, chercher à comprendre ce à quoi vous faites face. Donc là, typiquement, dans notre jeu de données, on a 369 patients, 369 échantillons. Pour ces 369 personnes, tu vas avoir le scan IRM de son cerveau. Et ce scan, il va être décomposé à travers 4 modalités. Donc c'est en quelque sorte des techniques d'IRM différentes. La première, elle va s'appeler T1, c'est le signal T1. Donc tu vas voir la matière grise classique avec certains tissus. Mais ce qui est plus intéressant, c'est T1CE. Car là, on va t'injecter dans le corps du gadolinium. Donc c'est un produit, ne t'inquiète pas, c'est un produit de contraste, tout va bien. Et ça permet en fait de faire ressortir les tumeurs à l'image. Donc là, on voit que c'est un peu une version améliorée du signal T1. Déjà un peu amélioré. Du coup, j'en profite, je remonte sur une question d'Olivier. On va y répondre en fait par la suite, mais autant le dire tout de suite, qui demande si le dataset, en fait, tu le récupères et il est ingéré tel quel dans ton modèle, ou est-ce que tu vas préparer les données avant? C'est une très bonne question. Effectivement, on aimerait bien envoyer nos données telles quelles, sauf que on va le voir, comme l'a dit Stéphane, il y a plein de contraintes et également d'optimisation qu'on va pouvoir mettre en place qui vont nous permettre vraiment de gagner, que ce soit en temps et aussi en efficacité en termes de performance. Ok, merci. Donc justement, on va voir tout ça. Je continue, on a également le signal T2. Là, lui, son but, c'est plus de faire ressortir tous les fluides que tu vas avoir dans la matière cérébrale. Le problème, c'est que tu vas avoir tous les fluides qui, eux, ne sont pas forcément des anomalies, c'est-à-dire que tu vas avoir tes vaisseaux sanguins. Nous, on va plutôt chercher à identifier les accumulations sanguines, donc les œdèmes typiquement. Et ça va ressortir sur le signal flair qu'on peut voir tout à droite. Donc déjà, de cette étude, quand on sait ça, on peut se dire qu'on va retenir plutôt 2 images parmi 4. Donc les signaux T1 et T2 seront exclus, car manque d'utilité, ça ne sert à rien d'avoir des doublons. Et quand on voit le poids des images qui font 18 mégas chacune, c'est pas négligeable. C'est bien de réduire. Faut savoir que ces 4 modalités, ces 4 signaux, ils vont être accompagnés d'une segmentation. Donc ça, c'est une cartographie, si on veut, du cerveau qui a été réalisée par des experts et qui vont nous indiquer pour tel pixel, ça appartient à un œdème, à une tumeur. Ils vont nous donner en fait ce qu'on appelle la ground truth. La source de vérité en bon français. Mais C'est donc ça, c'est vraiment notre référence. C'est-à-dire que ça, on sait que c'est valide. C'est pas une IA qui l'a décidé, c'est des spécialistes. C'est exactement ça. Et nous, notre but, ça va être de générer cette segmentation pour de nouveaux patients. Donc maintenant qu'on sait un petit peu tout ça, on va mettre la segmentation de côté et on va venir parler un peu plus de nos images en général. Ce qu'il y a d'étrange chez ces images, c'est qu'elles ont un format qui est .nii. Donc je ne connaissais pas du tout auparavant. Je ne sais pas toi si ça te parle. Non, moi je l'ai découvert quand tu m'as expliqué le sujet. Donc voilà, d'habitude on est plutôt habitué à PNG, etc. Et en fait, .nii, c'est des images très utilisées en neurologie car elles permettent d'avoir des dimensions 3D. Donc c'est des images 3D. Typiquement, si on affiche leur taille, on voit que c'est du 240 par 240 par 155. Donc pourquoi est-ce que c'est du 3D? Tout simplement parce que le cerveau, c'est un objet 3D au final. J'espère. Enfin, le mien est peut-être en 2D parfois. J'espère pas pour toi. Juste, du coup, j'ai une petite question. Je ne sais pas si on a la réponse, si tu as creusé ça, de savoir si ta segmentation, la source de vérité, c'est fourni sous forme d'image ou sous forme plutôt de données. En fait, c'est vraiment le même format que les autres modalités. D'accord. C'est-à-dire je pense qu'ils ont dû prendre coupe par coupe et ils ont segmenté par rapport à la modalité T1CE, par exemple,
les pixels qui pouvaient appartenir à D'accord. telle ou telle catégorie. Donc, il y a une image à la fin qu'ils fournissent dans ton dataset. En C'est fait, ça, ta c'est comme les segmentation, autres, elle est, c'est juste d'accord, que c'est une ok. segmentation. Donc pourquoi est-ce qu'on a 3 dimensions? En fait, tout simplement parce que le scan en lui-même, c'est une série d'images 2D qui sont accumulées les unes par rapport aux autres, et ça nous permet d'avoir cet espace 3D. Donc si on regarde les 3 plans qui existent par rapport au corps humain et donc par rapport au cerveau, on voit qu'il y a le plan sagittal, frontal et transverse. Exactement. Du coup, appliqué à nos images, on pourrait très bien les afficher à travers les 3 plans, et voici ce que ça donnerait. Donc avec un plan qui va de gauche à droite, un de l'avant vers l'arrière, et l'autre du bas vers le haut du corps. Une autre spécificité, c'est que comme on a des images 3D et qu'on a un enchaînement d'images 2D au final, ce qui est très important de comprendre, c'est que les plus intéressantes vont se situer au milieu. Ouais. Là où... Le cerveau, il n'est pas carré, il est, je sais pas comment. Mais Exactement. Donc typiquement là, on a l'affichage de la 100e coupe parmi 155, je crois. Et en fait, si tu t'intéresses à l'ensemble de tes coupes, tu vas voir que tu en as énormément qui sont composées de noir ou alors de très peu de matière cérébrale. D'accord. Ok. Donc en fait, il y a plein de trucs qui ne nous intéressent pas au final. Exactement. Donc là, au lieu de conserver tes 150 images, tu vas plutôt conserver les images 60 à 135. Typiquement, ce que ça va te donner comme résultat, c'est des informations plus utiles. Là, tu vois qu'on n'a plus du tout de noir, donc ça sera plus intéressant pour notre étude et on va gagner en efficacité en temps d'entraînement car on manipulera moins de données. Alors après, quand on fait ça, il faut faire attention car ça peut aussi mener à des pertes d'informations. Donc c'est un peu plusieurs processus qu'on va tester de manière à trouver celui qu'on juge être le mieux, le plus intéressant. Oui, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, quoi. Il y a forcément toute une expertise, un mécanisme itératif pour arriver aux meilleures données. On en reparlera après, on parlera des données, mais on voit bien que c'est quand même hyper important, quoi. C'est ça. Donc une fois que j'avais mené cette étude, je me suis intéressé plutôt aux segmentations et quelles informations elles nous donnaient réellement. Tout à l'heure, on avait des véhicules, du sol. Cette fois-ci, on voit que les experts nous indiquent 4 classes qui sont symbolisées par 4 couleurs. Donc tout d'abord, tu vas avoir la classe 0. Elle, c'est celle qui est surreprésentée dans cette image. Donc ça aussi, ça pourra mener à des erreurs de biais dans notre modèle. On y reviendra un petit peu plus tard. Et donc la classe 0, c'est toutes les zones qui vont être saines au sein de ta matière cérébrale et aussi les zones d'arrière-plan, puisque parfois le cerveau ne prend pas toute l'image. J'aime bien, moi, cette classe-là. Moi aussi, j'aime Ça bien. me rassure. Malheureusement, on a 3 autres classes qui sont un peu moins marrantes. Donc tu as la classe bleue, pardon, il faudrait que je connaisse mes couleurs. C'est la classe numéro 1. Elle va concerner toutes les tumeurs qui ne vont pas être mises en avant dans le signal T1CE, mais plutôt dans le flair. Donc vraiment le centre de la tumeur. Ensuite, tu vas avoir la classe verte, la classe numéro 2. Ça va être, tu vois, la classe la majoritaire en termes d'espace occupé. Ça, c'est les œdèmes, accumulation de sang autour de la tumeur, donc ce n'est pas vraiment une surprise. Et la dernière classe présente au sein du dataset, c'est les tumeurs qui, elles, au contraire, vont être mises en avant par les produits de contraste dans le signal T1CE. Je pense que vous avez deviné à peu près derrière, mais j'aime bien l'embêter et embêter Léa avec ça. Quand tu parles de classe, en fait, tu parles de quoi exactement dans le langage IA? Une classe, c'est quoi? C'est vrai que j'ai switché un peu mon vocabulaire. Tout à l'heure, quand je parlais de catégories avec les voitures, les véhicules, là, c'est tout simplement des classes. On pourrait appeler la classe véhicule, comme on dit la classe tumeur. Ok, super, merci. Donc maintenant qu'on sait un petit peu tout ça sur nos données, si on résume notre étude, on a remarqué que tous les patients de notre base de données, les 369 patients, venaient avec 4 modalités. Donc on allait en conserver que 2, qui seront T1CE et FLAIR. Il y a aussi une segmentation, qui est la vérité absolue, comme tu le disais. Donc ça va nous intéresser. Pas la mienne, hein? Ah oui. Je n'oserais pas. On a vu que chaque image était 3D et pouvait donc était constituée d'un ensemble de coupes 2D qui pouvaient être analysées suivant 3 plans et que nos segmentations contenaient 1 à 4 classes. Okay. Donc ça, c'est une première étape de data exploration, c'est-à-dire que vraiment on cherche à comprendre nos données. Ensuite, il va falloir envoyer ces données à notre modèle. Sauf que nous, on ne peut pas envoyer, comme le disait la question dans le chat, j'ai oublié le prénom, désolé, Olivier, on ne peut pas les envoyer telles quelles. On va devoir, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre uniquement certaines coupes, et on a d'autres opérations qu'on va devoir faire. Mais juste avant, déjà, on doit diviser notre base de données en 3 jeux de données. Tu vas avoir un jeu de données qui s'appelle le jeu d'entraînement. Ce jeu-là, il va être vraiment fourni au modèle pour que lui apprenne à faire des prédictions sur ce jeu, sur les patients de ce jeu-là.
derrière comparer chacune de tes prédictions par rapport à la vérité absolue pour comprendre les écarts et ensuite ajuster tes prédictions. Le jeu de validation, c'est un peu la même chose, mais ça va concerner uniquement des paramètres très spécifiques au modèle et à son entraînement. C'est ce qu'on appelle les hyperparamètres du modèle. Et enfin, tu as le jeu de test. Lui, c'est vraiment c'est le contrôle, c'est-à-dire qu'à partir de tes connaissances, on ne te fournit plus la vérité, tu dois vraiment segmenter et on va voir ce que tu obtiens. On teste le modèle au final. Données de test, le modèle les aura jamais vus avant qu'on lui donne. Donc C'est ça, vraiment, c'est là, on ne vraiment peut pas se dire, l'objectif. tiens, il a déjà croisé, il va me sortir un résultat qu'on lui a dit de faire. C'est ça. Ok. On verra ça dans l'application à la fin. Alors une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, bon bah tiens, je vais charger toutes mes images d'un coup et je vais les envoyer à mon modèle. Problème, comme chaque image fait 18 mégas, j'ai complètement surchargé la mémoire de mon environnement et ça a fait crash. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on utilise un data generator qui nous permet de charger nos images une à une, itérativement, et de les envoyer à notre modèle. Ça permet de gérer la mémoire. Donc ça, c'est une première contrainte. Et le data generator, ça va être aussi l'endroit où tu vas pouvoir faire toutes tes opérations de pré-processing, donc de pré-traitement de la donnée, ou comme le disait Olivier, on va chercher, comme on l'a dit, à prendre que certaines coupes et non pas les 150 coupes de nos images. On va prendre que les signaux T1, CE et FLAIR. Et on va faire également deux autres traitements qu'on n'a pas mentionnés, même trois autres traitements. On va travailler dans le plan axial, car les images y sont carrées, donc ce sera un petit peu plus simple. Également, on va appliquer un one-hot encoding. Donc le one-hot encoding, c'est un concept très important. Ça va te permettre de supprimer toutes les relations mathématiques qui puissent exister au sein de tes classes. Ah, j'aime bien ça. Ouais, je t'explique pourquoi. Parce que la classe 3, d'un point de vue mathématique, elle est supérieure à la classe 0. Alors qu'au final, il n'y a aucune relation de supériorité ou d'infériorité entre ces deux classes. Ouais, dans notre modèle, ça ne veut rien dire en fait d'être supérieur ou inférieur. Okay. Alors que lui, si on lui donne les données comme ça risque de biaiser nos résultats. Donc ce qu'on fait grâce au one-hot encoding, c'est que notre tableau, on va le décomposer en 4 tableaux qui auront tous la même forme, mais qui seront à terme composés que de 0 et de 1. Donc tu gommeras toutes les relations de supériorité et d'infériorité sans perdre aucune information. Donc ça, c'est très très utilisé dans le domaine de l'IA. Et ensuite, ce qu'on va venir faire en dernière opération, c'est qu'on va redimensionner toutes nos images qui étaient initialement en taille 240 par 240 en 128 par 128. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on va avoir besoin d'images qui sont une puissance de 2. Parce qu'on va utiliser au sein de notre modèle des couches de pooling, ce qui veut dire qu'on va réduire la dimension, l'espace dimensionnel de nos images, de nos feature maps. Et donc, voilà, il nous faut cette puissance de 2. 240, c'était pas... Sauf que normalement, c'est pas une puissance de 2. Tu aurais pu faire 256? C'est vrai. Alors là, c'est vraiment, encore une fois, un choix arbitraire. C'est-à-dire que tu peux faire 256. Moi, j'ai pris 128 parce que 128 par 128, ça te fait beaucoup moins de pixels à traiter que 256 par 256. D'accord. Tant qu'on parle un peu de traitement d'image, ça me fait penser au dataset. J'ai vu une question passer, je crois qu'Eléa a répondu. Le dataset, il est bien sûr open source. Enfin, bien sûr, je dis bien sûr. En tout cas, d'après ce que tu m'as expliqué la dernière fois, oui. Donc, ce n'est pas propriétaire, c'est libre de droit d'accès. En fait, c'est un dataset qui est utilisé chaque année pour aider à améliorer les techniques médicales. Donc, tout le monde est invité à participer à ces compétitions. Et je crois qu'Eléa a même mis le lien vers top. le Kaggle. Merci beaucoup, Eléa. Merci, Eléa. Je t'en prie pour continuer. Donc ça, c'est vraiment toutes nos étapes de pré-processing. Et maintenant qu'on a fait tout ça, que nos données sont prêtes à être envoyées à notre modèle, on va pouvoir créer notre modèle. Donc c'est là où c'est important, par rapport à ce que tu disais, Olivier, au tout début du Twitch. On voit bien en fait que la partie traitement de la donnée, je sais pas, là, ça fait une vingtaine de minutes qu'on a commencé et en fait c'était dédié à ça. Ça prouve que oui, les données elles arrivent hyper brutes et que derrière on a toute une mécanique de traitement, dans l'ancien monde, on appelait ça des ETL. Vous savez, on chargeait les données, on les transformait, puis on les déchargeait ailleurs. Un petit clin d'œil à celles et ceux qui ont bossé dans ce domaine. Mais au final, voilà, c'est hyper important. Et là, maintenant, tu vas nous montrer réellement le modèle, son entraînement, sa création, etc. C'est ça. Du coup, on est parti sur un modèle de convolution. C'est très utilisé pour tout ce qui va être reconnaissance de détails, de patterns au sein d'images. Et donc, j'ai pris le modèle UNet, car le modèle UNet, il a été créé spécialement pour l'imagerie biomédicale. Donc pour notre cas d'identification de tumeurs, ça en fait un excellent candidat. Pas mal. Exactement. Et ce modèle, pourquoi il s'appelle UNet? Tout simplement parce que vous voyez sur son architecture qu'il a une forme de U. Jusqu'à là, ils ne se sont pas vraiment foulés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est décomposé en deux parties.
Premièrement, il y a une phase d'encoding où on va encoder la donnée et essayer à partir de nos données X et Y. Donc, quand je dis X, ça va être nos images T1, CE et FLAIR. Y, ça va être la vérité absolue. On va essayer, à partir de nos images X, de reconnaître et d'identifier des patterns au sein de ces images qui vont permettre de reconnaître les tumeurs. Donc, typiquement, ça va jouer sur la couleur des pixels, l'identification de contours, des choses comme ça. Et derrière, on va essayer avec un decoding d'obtenir une segmentation. Donc ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que en entrée, on aura nos images X et Y. Et à la fin de notre réseau, on va avoir notre prédiction qui sera Y chapeau. C'est comme ça qu'on la symbolise en maths. Mais, je vous épargne les maths peut-être. Et le but, ça va être, pour ce Y chapeau, d'avoir la même forme que notre Y de base. Donc le Y de base, lui, il était one-hot encodé, donc ça signifie qu'il était sur 4 couches, puisqu'il y avait 4 classes. Là, ça va être la même chose, sauf qu'on va avoir une petite nuance, c'est qu'on va appliquer une fonction d'activation qui sera softmax, et ça va nous permettre non pas de figer les valeurs des pixels en disant ce pixel, il appartient à telle classe. Là, on va conserver un maximum d'informations et on va dire ce pixel a tant de chances d'appartenir à telle classe. Ça reste des statistiques en fait. C'est-à-dire C'est qu'on ça. va avoir entre 0 et 100 d'appartenir à une classe. C'est ça, tu auras des probabilités et la somme des probabilités de chaque classe fera 1. D'accord. Donc c'est un peu plus intéressant si on ne veut pas gommer de l'information qui serait perdue. Et dernière chose à comprendre, c'est qu'à la fin de chaque prédiction, le modèle, pour s'entraîner, lui, il va chercher à minimiser son erreur entre la prédiction Y chapeau donc, et la vérité absolue qui est Y. Il va les comparer. Il faut être le plus proche, quoi. C'est ça, et le but c'est de minimiser l'erreur pour arriver à 0. Donc ça c'est fait avec la fonction de loss categorical cross entropy qui va de pair en fait avec le one-hot encoding et la fonction softmax. Je vais te le dire, mais je préfère que tu le dises toi. Excuse-moi, je t'ai ôté les mots de la bouche. Donc ça, voici le code du modèle, du réseau de neurones. Encore une fois, tous les codes seront sur le notebook, le tuto notebook. Vous pourrez les retrouver si ça vous intéresse. Alors, notre modèle, on va l'entraîner sur 35 époques. 35 époques, c'est une époque, c'est tu vas passer sur tout ton jeu d'entraînement et tu vas comparer tes prédictions comme on l'a expliqué. Le truc, c'est que si tu veux un peu suivre l'entraînement de ton modèle, tu vas devoir compute des métriques. Typiquement, en métriques qui sont très utilisées, tu vas avoir l'accuracy. Le problème, c'est que dans notre cas, cette métrique, elle est complètement biaisée. Je te montre un exemple. L'accuracy, c'est tout simplement, tu vas comparer combien de pixels sont bien prédits par rapport à l'ensemble des pixels. Donc si typiquement, tu as une prédiction avec une segmentation qui prend environ 20% de l'image, comme c'est le cas à gauche, et qu'à droite, ta prédiction, au final, c'est que la classe 0. Donc tu es complètement à côté de la plaque en soi. Mais Oui. l'accuracy, elle va te dire que tu as seulement 20% d'erreur. Donc 80% de réussite. C'est ça. Alors qu'au final, c'est pas du tout ce qu'on veut. Non, on vient au même problème que les voitures autonomes. 95%, moi ça ne me suffit pas pour laisser le volant à la voiture. Et là c'est pareil, on voit bien qu'il n'y a pas de sens, quoi. C'est ça. Donc il faut faire attention à ne pas se baser que sur une seule métrique et toujours les adapter à notre problème. C'est pour ça qu'on va plutôt utiliser des métriques comme le DICE coefficient ou le IOU, qui eux sont basés vraiment que sur la segmentation et vont chercher à comparer les segmentations en faisant des intersections de ces segmentations. Donc après là, on vous épargne tout l'entraînement, mais voici ce que ça donne sur 35 époques. Et derrière, on va pouvoir obtenir des graphiques de visualisation de l'évolution de ces métriques au cours de nos époques. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur l'accuracy, tu vois qu'au bout de 30 époques, on arrive à un plateau, on atteint une accuracy de 99%. On est fort. Mais comme on disait, elle est complètement biaisée, d'autant plus que la classe 0, elle est très surreprésentée au sein de nos données, car on n'a pas tout le temps des tumeurs. Donc ça explique ça. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ce qui est cependant intéressant à noter, c'est qu'on n'est pas en overfitting ni en underfitting. En français, Surapprentissage, sous-apprentissage. Du coup, si tu peux juste expliquer un peu ce que Alors, typiquement, le sous-apprentissage, ça aurait été un modèle qui aurait donné de très mauvaises prédictions. Donc ça se serait traduit par deux courbes bleues et rouges qui descendent très très vite, ou alors qui n'avancent pas. Et pour le surapprentissage, c'est en quelque sorte de la triche, moi j'aime bien dire ça. C'est-à-dire que ton modèle, il va avoir une training accuracy, une accuracy sur le jeu d'entraînement très bonne, parce qu'au final, il va plus apprendre les réponses
que le raisonnement qu'il y a derrière pour arriver aux prédictions. Il saura très bien répondre à ses propres questions, en gros. Ouais, c'est ça. Je schématise. Mais du coup, quand on va arriver avec quelque chose qu'il n'a jamais vu, il va faire « moi, je ne sais pas ce que c'est ». Exactement. Et du coup, tu vas avoir une validation accuracy qui sera catastrophique par rapport à ta training accuracy. Tricher, c'est mal. Faut bien retenir, c'est la morale de ce Twitch. Aussi, ce qu'on voit, c'est que la loss, donc l'erreur qu'on cherchait à minimiser, elle s'approche de 0. Donc ça, c'est très intéressant. Encore une fois, on voit qu'au bout de l'époque numéro 25, on atteint un plateau. Donc là, notre modèle, ça ne sert à rien de l'entraîner plus. Il n'ira pas plus loin apparemment. Ensuite, on arrive sur les deux métriques dont on parlait, sur les intersections, qui là sont un peu plus qualitatives en termes d'indication de performance. On voit qu'on atteint 60%, donc c'est plutôt satisfaisant. Il y a tout un débat sur la prononciation du IOU. IOU, je ne sais pas, je vous avoue. Intersection of Union. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment pour les métriques de notre entraînement. Et aussi, si tu veux une petite statistique, moi, mon notebook, je l'ai utilisé avec AI Notebooks, donc sur un GPU. D'accord. Et typiquement, on peut aller voir dans les logs. Vous voyez que pour chaque époque, là, j'ai 87 secondes, 86. Si je remonte au premier, j'ai 127 secondes. Donc on voit que ça prend environ 100 secondes par époque. Tu en as 35. Okay. Grosso modo, une petite heure. Une petite heure, c'est ça. Je vois que les maths, finalement, ça va. Moi, j'ai fait la comparaison avec un CPU en local. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, mais ça prend beaucoup plus de temps. Typiquement, j'étais autour des 30 à 45 minutes pour un seul époque. Donc ça fois 35 et vous aurez le même modèle. Donc le GPU, ça sert. Si vous en voulez, vous savez où il faut aller. Dans le cloud, un cloud bleu, OVH Cloud, au hasard. Mais blague à part, on voit là l'intérêt. On l'a expliqué plein de fois, il y a des use cases en fait, où un GPU ne va pas forcément nous amener un énorme gain. Là, on est vraiment sur du use case type où le GPU, on tire toute sa puissance, donc c'est vraiment grave pour ça. C'est ça, parce que lors de l'entraînement, tu vas avoir plein d'opérations de convolution à faire avec notre réseau. Et tu vas devoir charger toutes ces images qui pèsent 18 mégas chacune, donc ça fait beaucoup de données à gérer. Okay. Donc c'est pas vraiment surprenant. Et du coup, j'arrive à la fin de la présentation de notre notebook. Donc, si jamais il y a des questions. Une petite question. Si tu atteins le plateau, tu dis que ça ne sert à rien d'entraîner plus, mais est-ce que tu ne pourrais pas réentraîner ton modèle avec des données peut-être de meilleure qualité? Très bonne question. C'est vrai que déjà, c'est pas vraiment vrai ce que je dis, parce que tu peux très bien avoir un plateau et au final avoir derrière peut-être une amélioration, mais peut-être aussi quelque chose qui sera moins bon. Donc il faut attention à ne pas tout le temps se baser sur la dernière itération de notre modèle. Et par rapport à la question de l'or, c'est totalement vrai. Tu peux derrière entraîner ton modèle sur un jeu de données et derrière faire... moi, je sais que j'avais fait ça sur YOLO. J'avais pris les poids qui étaient entraînés de base et derrière, je l'avais réentraîné sur ma propre base de données pour qu'il soit vraiment performant par rapport à mon usage spécifique. Donc là, on pourrait tout à fait le réentraîner, ce modèle, sur de nouvelles données pour le rendre encore plus performant. Alors, du coup, ça, je pense que ça répond à la question de Ugly qui disait n'est-il pas utile de réentraîner un modèle avec des données plus fraîches? C'est ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. L'autre question, moi, je n'ai pas la réponse, mais d'ailleurs, comment tu détectes ou détermines avant entraînement, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire d'ailleurs, avant entraînement, de savoir si tu es en sous- ou en surapprentissage? Alors, avant entraînement, ça va plutôt être au niveau de tes données dans la phase de data exploration. Si typiquement, tu vois que tu vas avoir un dataset mal équilibré, donc avec des classes beaucoup plus représentées que d'autres, là, tu peux très facilement t'attendre à avoir peut-être pas du surapprentissage, du sous-apprentissage, mais si ton dataset est mal réparti, tu auras peut-être des cas là. En tout cas, ton modèle ne sera pas Il sera terrible. biaisé sur certains trucs. Hein. Donc, tu peux du moins t'attendre à avoir des surapprentissages sur certaines classes. Donc, OK, on peut apporter de la donnée fraîche, oui. En fait, on peut le réapprendre. Et alors, Ugly qui demande le modèle n'est valide qu'à un instant T. Je pense que ça veut dire. Ça dépend du cas d'usage. Voilà, il est valide à un instant T. Je pense que tu me dis si j'ai bien compris. En fait, tu vas l'avoir entraîné avec des données. Donc, quelque part, l'instant T, c'est les données que j'ai utilisées pour l'entraîner. Et si je veux l'améliorer, ou si, par exemple, il y a des nouveaux cas qui ne sont pas détectés parce que c'est une certaine forme qui détecte mal ou de contraste qui détecte mal, je vais devoir le réentraîner. Donc, ce sera un nouveau modèle, mais ce n'est pas du one-shot par contre. C'est-à-dire que le modèle, une fois qu'il est entraîné, après, normalement, il est réutilisable. Bien sûr, après, c'est aussi ce dont on parlait ce midi avec ChatGPT.
où tu me disais que sur certaines technos, par exemple des nouveautés, si la base de données a été créée avant, C'est là ça. tu vas pas avoir les infos qu'il te faudrait, alors que si typiquement ils sortent une nouvelle version améliorée, tu peux potentiellement avoir ces nouvelles infos. Tout à fait. J'espère que du coup on répond. On peut regarder une dernière question pour avancer sur ça. Je ne sais pas si tu as parlé du volume de données pour ton apprentissage. On est sur quelle échelle de temps d'apprentissage? Il en a parlé rapidement, Yes. 1 heure à Une peu heure près, d'entraînement. avec un GPU pour 35 itérations. Tu as la volumétrie à peu près que ça représente en termes de données ou tu t'en souviens, Euh, en t'avais pas termes regardé? en termes de Le dataset, gigas. ouais, il fait combien à peu près? Ah, le dataset, il fait 40 gigas lui-même. D'accord, ok. Donc on a un peu une- un ordre d'idée au final de ce que ça représente. Ok, on va avancer, poser toujours des questions, j'essaierai de les prendre au fur et à mesure, on reviendra dessus. Si c'est sur des sujets qu'on a abordés juste avant, il n'y a pas de souci. C'est juste comme ça, Mathieu, tu peux continuer du coup la démo. Ok, avec plaisir. Du coup, on a créé une application qui a été déployée sur AI Deploy. Pareil, le code sera sur GitHub, il y a un repo dédié à ça. Les fichiers sont nommés un peu suivant leur utilité. Si jamais vous avez par exemple des questions par rapport au modèle UNet 2D, vous pourrez aller dedans pour voir un peu le code. Nous, ce qu'on va surtout montrer, ce sera le Dockerfile, je pense, qui va nous intéresser. Yes. Juste avant, dernière question sur le modèle, je pense. Le modèle en lui-même, quand tu vas l'exporter après, tu sais quelle taille il fait Ouais, sur le ça fait disque? environ 90 mégas pour les poies. Donc Ça va, c'est pas très volumineux. faut pas oublier. Et après, il y a toutes les données, il y a tout ça qui est autour. Et normalement, en fait, le modèle en lui-même enfin, est moins important en termes de taille que les données, même si parfois il y a des modèles qui sont très très gros. Bien sûr, Mais là, ça reste raisonnable au final. tout à fait. Donc, on va passer sur AI Deploy. Je vous l'ai dit, on est en GA, donc on est super content parce que c'est un beau produit. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est du conteneur as a service. Donc, l'idée d'un conteneur as a service, c'est d'avoir une image Docker. Euh, les Dockerfiles qu'on manipule sont hyper simples. On part d'une base image, celle que vous souhaitez. Mathieu a choisi TensorFlow parce qu'il va manipuler des choses de Tensor, donc autant céder. Nous, on fournit quelques images que vous pouvez utiliser, qu'on utilise nous pour nos notebooks par exemple, avec des dépendances préinstallées. Rien ne vous y oblige. Après, c'est très classique. Vous ajoutez vos fichiers, vous lancez ce qu'il faut en Python pour installer les dépendances et la commande. Dans notre cas, on va utiliser Streamlit. Je te laisserai après le montrer, mais en gros, c'est quand même massivement utilisé dans le monde Pas très de très l'IA. utilisé. Ça va faire des interfaces qui sont très jolies en HTML avec des composants, des sliders, des pick-up, etc. C'est très joli, très facile à faire et c'est orienté IA parce qu'en fait, il y a beaucoup de composants graphiques pour C'est ça. présenter de la Si donnée. tu veux afficher des graphiques, des data frames, donc des datasets, typiquement, ça va être Donc, allez jeter un super coup bien. d'œil, moi je ne connaissais pas et c'est plutôt cool. Derrière, on, on met un compte, on l'appelle le compte OVH User. En fait, c'est juste qu'on n'exécute pas nos containers en route, donc du coup, le 42.42.0, histoire de pouvoir accéder au fichier. On fait l'image et après on la lance. Dans ton cas, du coup, toi, tu as lancé, tu as Ouais, fait ton avec une image. commande sur la CLI. Donc la CLI, on en a parlé sur les Twitch précédents. Je vous laisserai aller Kubernetes par exemple. Donc on décrit ce qu'on veut faire. Donc là, OVH AI, c'est notre CLI. On fait une app, on veut la lancer. Derrière, on met une URL d'image sur une registrie, soit à la Docker Hub, soit nous, par exemple, on offre aussi comme solution des registries Arbor. Derrière, vous choisissez GPU ou CPU. Là, on va faire de l'inférence. GPU, c'est bien. Parfois, on peut avoir besoin que d'un CPU parce que du coup, dans l'inférence, on est quand même moins gourmand en Mm. termes de puissance. Ouais, ça dépend des cas. Typiquement, sur le speech to text qu'on avait fait la dernière fois, on faisait plein de calls pour transcrire tous les bouts audio. Donc là, le GPU, il faisait vraiment la différence. Mais c'est vrai que sur ce cas-là, on aurait pu utiliser des CPU, je ne sais pas vraiment combien, mais c'est moins gourmand, comme tu dis. Derrière, des petits paramètres. Et les deux derniers paramètres, là où ils sont intéressants, c'est que je vous l'ai dit, donc Mathieu a fait son modèle, il l'a entraîné, derrière il l'a exporté. En fait, c'est des volumes, un peu comme pour Docker de toute façon, qui sont derrière sur des Object Storage chez nous, qui vont héberger le modèle entraîné, comme ça son app peut l'utiliser, et aussi des datas pour récupérer les datas de test que nous on va utiliser. Je dis juste ça sur AI Deploy, c'est juste que voilà, pour refaire un zoom vu qu'il est en GA, n'hésitez vraiment pas à le tester, c'est un super outil. Super outil. Je te laisse du coup faire la démo de ton app et moi je regarde s'il y a des questions en parallèle. Ça marche. Donc je vais juste recharger l'app, puisqu'on était déjà dessus avant. Voici un petit peu à quoi ressemble l'app. Donc en fait, tout d'abord, vous allez pouvoir choisir un patient. Le patient, très important, on peut le choisir que parmi la base de données de tests qu'on a établie tout à l'heure.
Car si tu prends un patient qui appartient à la base d'entraînement où ton modèle a appris à le reconnaître, c'est ça, c'est de la triche. Donc là, les images que tu as dans ton appli font partie du petit carré qu'on avait vu, C'est que ça. l'IA n'a jamais vu. C'est ça. Donc tu peux soit en prendre un de manière random, soit prendre un patient précis. Nous, on va partir sur le random pour vraiment partir. Parce qu'on est foufou un peu. Voilà, on est foufou. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on va pouvoir visualiser soit dans le plan axial, soit dans le plan coronal, soit dans le plan sagittal. Là, c'est vraiment une question de préférence. On essaye de proposer des fonctionnalités à l'utilisateur. De même, on va pouvoir choisir de visualiser telle ou telle modalité de manière à comprendre par rapport aux modalités comment les segmentations mettent en évidence quels éléments. Donc on peut aussi mettre aucune modalité. Bref, nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la segmentation. Juste avant, je vous montre aussi les coupes 2D qu'on expliquait. On voit que plus on se rapproche des premières et des dernières, moins on a de matière. C'est ça, puisque c'est de manière vraiment progressive. Donc forcément, nous, ce qui va nous intéresser, ce sera plus les coupes au milieu où on a plus d'informations. Donc la tumeur ou pas tumeur? Là, moi, je dirais petite tumeur. Non, merde. Petite tumeur, je commence à être un peu un expert dans le domaine. Donc ce soir, je vais avoir mal au crâne à la maison, je vais tout flipper, je vais faire... Donc là, on va pouvoir cliquer sur le bouton Predict, ce qui va permettre justement de faire une prédiction et d'envoyer l'image qu'on voit à gauche, en bas à gauche, à notre modèle pour derrière obtenir la prédiction. Donc là, on voit une première prédiction. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a dit que cette prédiction, elle était générée avec la fonction softmax, donc elle indique des probabilités. Tandis que notre prédiction, notre segmentation réelle, la vérité, elle est one-hot encodée, donc elle ne contient que des 0 et des 1. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place un post-processing. Mais juste avant, je vous propose de comparer la segmentation réelle par rapport à la segmentation qu'on a obtenue. Donc là, typiquement, on voit que c'est pas mal. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est des probabilités, on n'a pas la même échelle de couleurs. Donc pour ça, j'ai appliqué une fonction argmax en tant que post-traitement, ce qui permet de transformer ces probabilités en 0 et en 1, en fait ne gardant que la probabilité qui est la plus haute pour chacun des pixels. Okay. Alors ça, il faut faire attention parce que ça peut potentiellement te faire perdre de l'information. Typiquement, si tu as une classe qui aurait une probabilité de 0,49, l'autre de 0,51, elles sont très proches. Au final, on ne garderait que 0,51. Donc il faut faire attention à ça. Donc là, typiquement, on n'a que la classe 2 qui est présente dans l'image d'origine. Et vous voyez qu'à droite, on a une prédiction qui, elle, n'a pas du tout eu l'information, hein, j'insiste bien, de la prédiction originale, de la segmentation originale. Là, on est vraiment sur de la prédiction. On voit qu'il y a une petite erreur, il y a du bleu et du jaune, mais c'est très petit. Mais après, là, c'était un peu simple pour le modèle, parce qu'il n'y a qu'une seule classe qui est affichée. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un peu 4 classes, donc je ne sais pas si ça va être possible sur ce patient. Là, pour cette coupe-là, on voit qu'il y a du jaune. Il y a peut-être un tout petit peu de bleu sur l'origine. Il y a un tout petit peu de bleu, effectivement. Ouais. Donc là, on voit que le modèle a su reconnaître la tache de jaune. Pour le bleu, ça a été un peu plus compliqué. Ça, c'est pas étonnant. La couleur bleue, elle est très sous-représentée au sein de notre dataset. Donc forcément, on s'attend à ce que cette classe-là soit un peu moins bien prédite que les autres. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour répondre à je ne sais plus quelle question. C'est que là, quand tu vas lui faire ingérer peut-être des datasets qui seront entre guillemets, de meilleure qualité avec la classe bleue plus représentée, il va apprendre en faisant attention qu'il n'apprenne pas trop pour ne pas détecter que ça. C'est ça. En plus, là, on n'a que 369 patients. Honnêtement, ce n'est pas énorme en termes de base de données. Mais je vois qu'il y en a qui veulent construire une IRM chez eux pour pouvoir tester après. Donc on va avoir plein de nouvelles données. On ira tester ça. Donc après, voilà, c'est vraiment le but de l'application. Bien sûr, on peut faire ça avec plein de patients et prédire à chaque fois. On peut vraiment s'amuser. Mais voici pour l'application vraiment dans sa globalité. Et on voit que sur GPU, ça tourne plutôt bien. Ouais. Donc, super. Merci Mathieu pour la démo. Encore une fois, il y a pas mal de code Python sur l'appli. On ne voulait pas vous surcharger d'infos parce qu'il y a pas mal de fichiers. Allez les voir à tête reposée. C'est vraiment très intéressant ce qu'a fait Mathieu. Du coup, on arrive sur la fin. Je vais juste me permettre de résumer un petit peu, de vous donner 2-3 petites infos. Déjà, l'info, je le répète, on a Deploy qui sort, AI Deploy qui sort en GA. Allez le tester, c'est vraiment un super produit. Ça vous permet aussi de faire de la scalabilité horizontale, que ce soit sur consommation de CPU, GPU ou sur la consommation de RAM.
C'est super bien fait, très simple, mais très efficace. Et n'hésitez pas à nous faire tous vos retours dans le Discord, c'est quand même super important pour nous. On a deux, trois petites infos. En fait, j'ai une anti-sèche, c'est pour ça que je me tourne. À vous partager. On en a parlé sur les Twitch précédents, mais du coup, je me permets de vous montrer, hop, perdu Stéphane, ici, le portfolio. Donc, c'est dans notre doc, en fait, on a une liste d'images préconstruites par l'équipe où vous n'avez plus qu'à les lancer pour les tester. Ça permet notamment aux équipes qui n'ont pas forcément les connaissances pour faire des Dockerfiles, pour faire des images. Donc, du coup, vous pouvez vraiment, donc Mathieu montre les images segmentation. Voilà, c'est des images un peu sur étagère. Ça rejoint une annonce qu'on va vous faire dans les mois qui viennent. Ça va arriver. On va, dans la partie deploy, AI deploy du manager, donc de la console d'admin, on va avoir un nouvel onglet avec des images de partenaires que je ne peux pas citer car c'est une surprise, mais aussi celle du portfolio. On va vous tenir au courant, il va y avoir des annonces, on essaiera certainement de faire un Twitch sur tout ça, mais du coup, l'idée, ça va être encore de dire, je ne sais pas, demain, je veux faire du speech to text. Bah, je ne sais pas faire tout ce qu'a fait Mathieu, mais par contre, j'aimerais bien avoir une application où je peux, par exemple, lancer ma propre application qui fait du speech-to-text. Bah, on va vous permettre, via des partenaires qui vont pouvoir exposer leurs propres modèles qui seront déjà packagés. Donc, restez vraiment connectés. Ça va arriver dans les mois qui viennent. Je ne sais pas pourquoi on a... Ouais, merci. Ce que je vous montre là, c'est le AI Dashboard. Ce n'est pas un produit, c'est dans l'univers AI quand même. C'est vraiment une vue synthétique de tout ce que vous faites en fait avec les produits IA au sein d'OVH Cloud. Vous avez ici, on voit Notebook, on voit Training, on voit AI Deploy, ça vous dit qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui ne tourne pas. Vous avez aussi une vue synthétique sur la partie facturation. On voit que Mathieu a beaucoup consommé ce mois-ci. Alors que je me calme. Ouais, Désolé. rien, sinon ça va pas aller ça. La sécurité, je vous laisserai aller voir. C'est en fait, il n'y a pas de nouveauté dans ce dashboard. Il y a simplement une vue synthétique qui vous évite en fait d'aller cliquer dans chaque sous-menu, savoir où vous en êtes. La petite barre de tutos à côté, les tutos qui sont écrits par nos équipes. Et donc, vous pouvez la rafraîchir, ça vous en donne des nouveaux. Allez voir les tutos et les guides. Ils sont vraiment très bien faits et ça permet de vraiment bien prendre en main nos produits. Notamment ce que vous a montré Mathieu aujourd'hui, j'en profite pour vous le dire. On a un chouette tuto et aussi Un article de blog. un article de blog. Je suis en train de mettre en PLS notre régie parce que j'aurais dû les dire avant, donc du coup il va devoir chercher les liens. On a un article de blog et un tuto qui, en gros, alors c'est pas mot pour mot ce que tu as dit aujourd'hui, mais quand même c'est une les base grandes idées. très commune. Et vous avez les liens de toutes les ressources que tu as utilisées, etc. Faites des PR, n'hésitez pas. On est vraiment preneur là-dessus. Est-ce que j'oublie de vous dire quelque Tiens, on passe chose? ça sous la main aussi. Oui, merci. Déjà à la répétition, j'avais oublié. Le mieux pour être au courant de ce qui se passe chez nous, côté IA, c'est de vous abonner aux notifications de la roadmap Public Cloud côté IA. Vous le voyez, c'est très simple. Vous avez notre backlog, ce qu'on fait, ce qu'on va faire, ce qui est sorti. On a une petite colonne. Ce qui est accessible via l'API ou via la CLI que je vous ai montré tout à l'heure, c'est super intéressant. N'hésitez pas, parce qu'au final, il y a aussi des échanges sur les différentes fonctionnalités, et ça permet vraiment de savoir ce qu'on veut faire, donc c'est vraiment très très cool. En dernière annonce sur la partie IA, je vous parlais que dans quelques mois, on va arriver avec plein de nouveautés sur la partie partenaire, etc. On va aussi, à l'heure actuelle, quand vous faites de l'IA chez nous, vous êtes essentiellement, même que sur notre data center de Gravelines. Dans les mois qui viennent, côté Europe, on va avoir quelques data centers qui vont vous permettre aussi d'héberger vos développements IA. Là encore, je ne donne pas les noms tout de suite, j'attends que ce soit officiel. Mais tout ça, on reviendra vers vous. On a plein de super annonces et plein de super produits qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment super cool. On arrive sur la fin, je regarde. Il n'y a plus trop de questions. J'en profite pour faire un petit résumé aussi de 2-3 actualités. Peut-être que vous avez été parmi les chanceuses et chanceux d'avoir été à Devox la semaine dernière. Nous, on y était. On a passé un super moment. C'était sur le stand de OVH Cloud. On a vraiment été très bien accueillis. On a des gens de chez nous qui ont fait des super talks et je voulais mettre en lumière un talk côté IA, Eléa, qui a fait un talk sur l'apprentissage de la langue des signes, qui est aussi de l'IA autour de l'image, différente. Allez voir le replay, c'est vraiment une masterclass sur ça. Alors, vous verrez un autre
domaine d'application. C'est ça, toujours dans la vision par ordinateur, mais pas l'imagerie médicale, donc Voilà, très intéressant. c'est super. On va à vous remontre le notebook, à vous remontre des choses comme ça. C'est vraiment, allez voir dès que ça sort, c'est à vous conseiller. On parle de conférences, on va être sponsor à DFS Lille, sponsor à DFS Nantes. Venez nous voir sur les stands. On adore quand vous venez et qu'on discute avec vous. Une petite aussi parenthèse, Mathieu, ici présent, donnera un talk à une super conf qui a lieu en Bretagne, le camping des speakers. Il reste des places, allez-y, prenez des places. C'est une super conférence et ça vous fera l'occasion de voir Mathieu qui vous parlera cette fois non pas d'images, Mais de speech to text, speech to text. ce sera intéressant, du moins pour ceux qui ne l'ont pas vu sur le Twitch, car on en avait déjà fait un sujet. Ouais, mais je suis sûr qu'elle va être différente, donc ça sera génial. En termes d'actualité Twitch, semaine prochaine, on aura un Twitch autour de IAM. On l'a annoncé lors de VTT, notre conférence en début d'année. C'est hyper attendu, je sais, par nombreuses et nombreux. Et donc la semaine prochaine, on aura la joie de présenter tout ça avec l'équipe qui a travaillé dessus. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Je crois de mémoire, et la régie me reprendra si c'est faux, que c'est une date un peu particulière parce que je crois que c'est mardi et non pas jeudi. Donc prenez bien garde à vous connecter. Oui, mardi 25 avril, c'est bien ça. Donc n'hésitez pas. Côté IA, je pense qu'on se fera un petit Twitch courant juin parce que tout ce que je vous ai teasé là, l'idée c'est de vous le montrer après. Donc j'espère que ce sera le cas. Pour moi, c'est fini. Je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Je voulais vraiment te remercier, Mathieu. Moi, j'ai adoré découvrir ce truc-là. J'ai appris plein de choses. Donc, merci beaucoup. Pas de souci, c'est moi qui te remercie aussi pour ton invitation en live devant tout le monde. Donc c'était cool. Super. Merci à toutes et à tous. Je vois la playlist des replays, pardon. Effectivement, tout ce qu'on a parlé en disant, on l'a fait sur un Twitch précédent, YouTube, OVH Cloud. Il y a une playlist qui s'appelle Replay Twitch et vous avez tous les replays, notamment le speech to test qu'on a fait avec Mathieu. Donc n'hésitez pas à aller voir. Faites-nous vos retours surtout. J'insiste, on est vraiment preneur de tous vos feedbacks sur tout ce que vous allez tester côté IA. C'est ça qui nous fait avancer et ça fait plaisir quand on voit que vous les utilisez et que vous prenez plaisir à utiliser les produits. Merci tout le monde. Merci à toutes celles et tous ceux qui étaient là. Encore merci Mathieu beaucoup. et puis à une prochaine. Salut! Ciao!